Donc, ce soir, nous recevons donc pour le séminaire de l'APE Louis Seabra qui a écrit un livre qui s'appelle L'excuse. Et donc, je vais vous dire une succession de mots pour vous donner envie de le lire, de l'écouter ce soir. Donc, c'est sur la faute, le déni, la folie, la symbolique de certaines cartes du tarot, les steppes, la taïga russe, les origines, l'Ukraine, la Russie, le pouvoir, la politique, la religion, les chamans, la gémellité, le miroir, Oedipe, les légendes, les secrets, la culpabilité. Et moi, j'ai adoré ce livre. C'est un style qui rappelle la littérature du 19e siècle, avec les origines de Louis, parce que j'ai senti des écrivains portugais. Il y a beaucoup de Fernando Pessoa, des Sá de Queiroz, et il y a un grand élan de contemporanéité subtile qui, pour moi, mêle poésie et romantisme. Donc, bonsoir à toi, Louis, et c'est à toi. Je te laisse parler, et on le laisse parler, raconter son livre, et après, vous aurez vos réflexions et vos questions. Coupez vos micros, essayez de montrer, interrompre, hein. Essayez de montrer votre tête sur les gens qui ont des pages noires, parce que c'est plus agréable pour la personne. Non, mais de toute façon, vous pouvez m'interrompre, mais bon. Mais, après cette présentation magistrale, en fait, je vais même plus vous en parler, parce que c'est une présentation géniale. Après, ce que je peux dire, c'est que moi, en tant qu'écrivain, c'est toujours difficile de parler d'un livre, hein, parce que, en fait, d'une certaine manière, le livre, c'est quelque chose d'extérieur à soi, et que quand on en parle, on a l'impression de ne pas être à la hauteur du livre lui-même. Et en fait, c'est comme un enfant. Vous savez, quand on dit un enfant fait une bêtise ou pas, il faut qu'on le défende. Et on n'est jamais totalement à la hauteur du livre quand on en parle. Donc, un peu d'indulgence, parce que l'écrivain n'est pas forcément un grand orateur. Je ne suis pas Démosthène, je ne suis pas Isocrate, mais je vais essayer quand même d'en parler d'une manière qui soit en fait qui résonne à vos oreilles de psychanalyste, hein, en fait, parce que moi-même j'ai fait une psychanalyse, et donc le thème qui est central dans ce livre, d'après le titre, c'est le pardon, évidemment, parce que l'excuse, ça fait référence au pardon. Mais je n'ai pas appelé le livre le pardon. Pourquoi j'ai appelé le livre l'excuse? C'est très difficile pour un auteur, pour un écrivain, de trouver un titre. Bon, il y a des éditeurs derrière qui donnent des suggestions et tout. J'avais énormément de possibilités. Et j'ai trouvé l'excuse. Pourquoi? Parce que le tarot, dans mon bouquin, est présent. Il est présent. Il est présent à tous les niveaux de l'intrigue. Déjà parce que les personnages jouent au tarot. Il y a des personnages qui se prennent pour des cartes de tarot. Ça fait partie. Même, je ne vais pas résumer le livre parce que c'est un livre qui est difficile à résumer. Je vais commencer par le titre parce que le titre, lui, a une dimension psychanalytique qui me semble évidente. Et quand j'ai trouvé le titre, j'ai dit à ma femme, l'excuse, il me dit, ah, mais oui, j'ai dit à mon ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que l'excuse au tarot, je ne sais pas si vous connaissez le tarot. Vous connaissez le tarot? Je ne sais pas. Alors, le tarot, vous avez ça ressemble beaucoup aux cartes, aux jeux de cartes traditionnels, sauf qu'il y a des atouts. Des atouts qui, en fait, permettent de... moi, je ne suis pas un grand joueur de tarot, si vous voulez, dans le pragmatique, quoi. Mais je connais un petit peu le symbolisme du tarot. Et vous avez des atouts qui permettent de remporter les autres cartes. Il y en a une qui est l'excuse. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est le fou aussi. C'est le mat et l'excuse. Alors, je crois que ça n'a jamais été fait, ni en psychanalyse. J'ai fait beaucoup de... j'ai cherché un petit peu sur Internet, quoi. Ça n'a jamais été fait. La relation, ça n'a jamais été utilisé. Et jamais été explicité la relation qu'il y a dans cette carte
entre la notion d'excuse et la notion de folie. Or, ça, c'est au centre de la psychanalyse. L'excuse, c'est comme le joker. Et le joker, on met une carte et puis en place. C'est une carte qui permet de continuer le jeu en se défaussant. Allez, on continue le jeu, je mets l'excuse, et hop, ça continue. Et c'est le fou, et c'est la folie. Or, dans la définition psychanalytique de la névrose, il y a l'idée que la névrose est un substitut, est une manière de continuer à ne pas vouloir résoudre les problématiques fondamentales, le grand malaise originel qu'on a, la grande culpabilité d'être né, d'avoir des parents, etc. On le remplace par une névrose pour jamais avoir à affronter la peur originelle, la culpabilité. Et donc, ça m'a semblé étrange que cette carte, le tarot, il y a beaucoup de théories différentes sur l'origine du tarot. Il y en a qui disent que c'est une vieille, que c'est, comment dire, que en fait, tout jeu de cartes traditionnel vient du tarot. D'après ce que j'ai lu, en fait, c'est le contraire. Les jeux de cartes ont commencé au XVIIe, XVIIIe siècle, avec l'influence de l'ésotérisme, de l'occultisme. On a commencé à créer les atouts. Et on a créé donc l'empereur, l'étoile, la lune, tout ça, bon, bref. Et l'excuse, qui est le mat et le fou. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi l'excuse et le fou, c'est la même carte? Pourquoi quel rapport y a-t-il entre le fait de s'excuser et le fait d'être fou, en fait? Enfin, comment dire, tout est parti de là. Tout est parti de cette idée-là, qu'en fait, la névrose, la névrose est une espèce de relation. Il y a dans la névrose, mais ça, c'est inhérent au processus psychanalytique, il y a dans la névrose une relation à la substitution d'un malaise, qui ne peut pas être affronté. Alors, les gens répètent les mêmes. Le symptôme, la notion de symptôme est liée aussi à ça. C'est une excuse. On ne veut pas affronter un problème, alors on développe des symptômes parce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas s'énoncer. Or, la carte de l'excuse, c'est ça. Je mets une carte comme un joker, c'est le joker. J'ai pas besoin de jouer là, je mets le joker. Donc, en fait, avant même de lire le livre, qui a une intrigue très difficile, très complexe, le titre, alors pour une fois, c'est vrai que les titres dans le milieu d'édition sont souvent des choses qui sont mises comme ça pour donner une valeur commerciale au livre. Là, pour le coup, le titre, il est presque plus important que le livre. C'est-à-dire que j'aurais pu appeler ça le pardon, la culpabilité. Non, l'excuse. Pourquoi l'excuse? C'est très étrange. Pourquoi on s'excuse? On s'excuse, on dit je m'excuse, pardon, je m'excuse. Donc en fait, je n'assume pas mon geste. Et donc, je vais créer un symptôme pour ne pas avoir à assumer toute la douleur, toute la souffrance, toute la culpabilité. Je n'arrive pas à affronter. Donc, j'ai développé des névroses. Alors, dans le cas de mon livre, effectivement, dans l'intrigue, je ne vais pas spoiler, comme on dit. Enfin, je ne vais pas en parler parce que c'est vrai que c'est un livre qu'en fait, si on résume, on gâche tout le livre. Parce qu'on découvre petit à petit. Mais il y a un personnage, un protagoniste, qui se sent coupable de quelque chose qu'il n'arrive pas à assumer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer une psychose. Il va projeter des éléments familiaux, il va transformer, il va transformer les membres de sa famille en bourreaux, alors que forcément ils ne le sont pas. Il va faire une espèce de construction à travers le rêve pour ne pas avoir à assumer quelque chose qu'il a fait qui est mal, effectivement, il est responsable et dont il n'arrive
pas à se pardonner. Parce que je pense qu'en psychanalyse, effectivement, pour pouvoir pardonner, il faut se pardonner. Mais lui, il ne se pardonne pas ce qu'il a fait. Et c'est pas de ça, c'est de sa faute, et c'est pas de sa faute, c'est tout cette idée. Et quand on fait une connerie, en fait, les choses ne sont pas blanches ou noires. Quand on fait il y a des conneries vraiment immondes. Enfin, je sais pas, moi, quand on prévoit la solution finale, oui, c'est ignoble. Bon. Ok, il n'y a pas de. Ok, là, on est au degré zéro de la moralité. Après, il y a des choses qu'on fait bien. Et puis, il y a des actes où on est irresponsable, on a commis une erreur, en fait, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? On a commis une erreur, on n'aurait pas dû conduire à ce moment-là, on aurait dû faire attention. Voilà. Et puis, il y a eu un drame. Bon. Je ne vais pas spoiler, mais voilà. Il y a un drame dont il est responsable sans être coupable. Alors, est-ce qu'il est tout coupable est responsable? Mais est-ce que tout responsable est coupable? Non. Enfin, il n'a pas fait exprès, il n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Mais il a mal fait les choses. Alors, du coup, après, quand ça arrive, quand les choses se passent mal, on n'a pas réussi, par exemple. Regardez, par exemple, là, ça se passe mon livre se passe en Russie. Alors là, c'est totalement quelque chose qui n'a. Je n'ai pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Je ne savais pas du tout. Je l'ai fait en 2021. Je ne pensais pas du tout que. Bon. Mais imaginons que, par exemple, quelqu'un n'arrive pas à sortir sa famille de l'Ukraine, d'en faire des réfugiés, qui fassent les choses mal et qui meurent. Bon. Éventuellement, ça peut arriver. Hein. C'est juste qu'ils doivent arriver. Il va se sentir coupable, mais il n'a pas fait. Ce n'est pas intentionnellement. Et en fait, notre vie est polluée par des moments comme ça. Mon avis est pollué comme ça, par des moments où j'essaie de faire les choses bien et ça se passe mal. Et qu'est-ce qui se passe? On s'excuse. On s'excuse. Ah, j'aurais dû faire comme si. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à affronter. On n'arrive pas à affronter le problème qui est au fond de tout ça. C'est-à-dire le grand malaise qu'on a en nous. Alors, dans mon livre, effectivement, pour parler du livre concrètement, dans mon livre, ça se passe en Russie, okay, en Sibérie et en Ukraine. Bon, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. C'est-à-dire que les personnages ont des origines russes et ukrainiennes. Bon. Pour renvoyer à la réalité, pour renvoyer à l'actualité et sans prendre en compte ce qui se passe, parce que je ne l'ai pas fait en pensant ce qui va se passer, je pense que ces deux peuples-là, Russie et Ukraine, sont frères, sont des peuples frères. Plus encore que moi, je suis portugais. Bon. Donc, quand on parle des Espagnols, on me dit nuestros hermanos, non? Les Espagnols, nuestros hermanos, mais non, c'est beaucoup plus fort que ça. Parce que l'Espagne et le Portugal, on est séparés du XVIIIe siècle, on a une culture commune, mais enfin, c'est quand même deux pays. Alors, la Russie et l'Ukraine ont une histoire commune depuis longtemps, depuis les tsars. Donc, ce sont deux pays frères. Donc, moi, la seule chose que j'essaie d'ajouter là par rapport à cette espèce de situation horrible qu'on vit, c'est qu'on arrête de dire que c'est une guerre entre. Ce sont des pays frères. Qu'après, les régimes ils prennent des décisions absolument ignobles, atroces, d'invasion et tout, c'est une chose. Et que les pays sont frères, oui. Que les cultures sont proches, oui. Qu'il y a des russophones en Ukraine, oui. Voilà, ça c'est tout. Bon, c'est pas des pays ennemis. C'est pas comme la France et l'Allemagne en 14. C'est différent. Il y a des questions politiques, il y a des questions géopolitiques, il y a une agression d'un État vis-à-vis de notre État, mais globalement, ce sont quand même des pays frères qui partagent une culture commune. Hein. Gogol, par exemple, il est ukrainien. Voilà. Il a écrit en russe, mais il est ukrainien. T'as plein, enfin bref, c'est pas des, on essaye de, j'aimerais qu'on arrête d'installer l'idée qu'on est en train de faire
c'est une agression d'un État avec un dirigeant contre un autre État. Mais les pays, les nations sont proches, le peuple sont proches. Je veux dire, si le portugais est proche de l'espagnol, l'ukrainien, il va être encore plus proche du russe. Hein. Je pense, après, je ne sais pas, je ne suis pas ukrainien ni russe. Après, mon livre parle beaucoup sur les questions du rêve, parce qu'il y a beaucoup de rêves dans mon livre. Il y a des enchâssements de rêves. Avec cette idée fondamentale, alors tu parlais de Pessoa, mais effectivement, c'est important, c'est intéressant. Cette idée qu'on trouve chez Pessoa et chez Borges aussi, qu'en fait, entre le rêve et la réalité, on ne sait pas en fait si le rêve n'est pas une réalité supérieure au. Alors c'est vrai que c'est dur hein, d'admettre ça, parce que quand on rêve, ça dure pas le rêve, après on se réveille, quoi. Mais je me demande fondamentalement si le rêve, c'est pas une réalité supérieure. Si on n'a pas des plaisirs, des jouissances supérieures en rêve que dans la réalité. Pour moi, c'est très important. Cette relation du rêve à la réalité, c'est très important. Je pense qu'on ne peut pas évacuer ça. On ne peut pas considérer que le rêve, c'est juste une partie comme ça, un petit peu mineure, comme une réserve. Non, le rêve, c'est extrêmement important dans la vie et que c'est une vie aussi. Parce que quand on rêve, on vit aussi. On vit intensément, puissamment. Alors, dans mon livre, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'onirisme. Je refuse de considérer que le rêve est juste, si vous voulez, le côté cartésien, un petit peu, que j'aime pas trop, de considérer que tout ce qui est de l'ordre de l'imagination, ou le côté spinoziste, enfin, j'en sais rien, rationaliste du XVIIe siècle, ce que je déteste, en fait, en gros, de considérer que tout ce qui est de l'ordre de l'imagination est de mettre du côté du faux. Et c'est du faux. Alors que non, en fait, je ne pense pas du tout. Je pense que et Freud, le grand apport de Freud, c'est ça, c'est qu'il a réhabilité, au-delà même de l'inconscient, c'est l'imagination. L'imagination au pouvoir. Voilà. En fait, la réalité, elle est dans l'imagination. C'est pas l'imagination, c'est pas juste des fantasmes, des nanas. Alors évidemment, il y a un principe de réalité, mais tout se passe dans le laboratoire de l'imaginaire, du rêve. Et si un écrivain a un sens, c'est de réhabiliter le pouvoir de l'imagination, qu'on ne soit pas uniquement tenu d'observer, d'examiner, de dire ça c'est oui, ça c'est non. Le côté binaire de la réalité, c'est vrai, c'est faux. Non, en fait, dans l'imagination, rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est un peu en même temps. En fait. On ne sait pas trop ce que c'est. Et dans mon livre, effectivement, tu as un personnage qui se sent coupable de quelque chose qu'il a commis, malgré le fait qu'en fait, il n'a pas fait intentionnellement, et qui va essayer de trouver, d'une manière ou d'une autre, le chemin de la guérison par l'imagination. Voilà. Alors, et par la parole aussi, par le verbe, hein, parce qu'il y a quand même une importance du verbe. En Russie, le verbe est important. C'est un pays de tradition orthodoxe, avec une mystique forte, et le verbe, ils savent ce que c'est. C'est pas rien. Donc, il y a cette dimension de verbe qui est aussi présente dans mon bouquin. J'essaye de ne pas trop parler de l'intrigue parce que c'est très difficile à résumer. Et le problème de mon livre, j'en parlais à quelques personnes, et à ma femme aussi, c'est qu'en fait, en général, on part de la réalité, on va on complexifie en allant vers l'imagination. Dans mon cas, c'est le contraire. On connaît un peu comme dans une thérapie, en fait, un peu comme dans un processus de thérapie d'analyse. C'est-à-dire qu'on commence, on est dans les névroses, et puis après, on sait ce qui est derrière. On commence par la névrose,
dans mon livre. On commence par les névroses. Et puis, au bout de la moitié du bouquin, on commence à piger, à comprendre ce qui est derrière tout ça. Il y a un problème avec des frères. Il y a des frères. Il y a un frère, pour le coup. Je n'ai pas fait une psychanalyse dans mon livre, attention. J'ai fait une psychanalyse, mais je ne l'ai pas faite dans ce bouquin-là. Mais ça dépasse toujours. Je suis totalement d'accord qu'en fait, c'est impossible de mettre une barrière étanche entre la vie. Moi, je suis le petit dernier. J'ai toujours senti que j'étais méprisé par les autres. Bon. J'ai toujours senti que j'étais en plus. Ah oui, oui, non, mais lui, il n'aurait pas pu naître. C'est très bien, il est venu après tous les autres. Les parents ne s'aimaient plus. Bon. Et ben, mon personnage, effectivement, c'est le petit dernier. Et après, il projette des névroses sur d'autres. Il est dans une espèce de démence, de délire, où il fait, en gros, il projette sur ses autres frères ses propres névroses. Alors là, pour le coup, oui, effectivement, il y a une dimension qui pourrait ressembler à quelque chose de psychanalytique. De toute façon, moi, je ne crois pas qu'il y ait une barrière étanche entre. Je pense que dans toute œuvre, moi, je suis pas du courant autobiographique. Je n'ai pas fait une autobiographie, j'aime pas l'autofiction. Sinon, j'aurais pas lu du Portugal. Je me suis projeté en Russie, parce que j'aime bien me projeter dans un univers totalement différent. Ça n'a rien avec moi, les personnages n'ont rien à voir avec moi. Mais on trimballe toujours, on projette toujours quelque chose de soi dans une œuvre. Sinon l'œuvre est quelque chose de divertissant, mais il n'y a pas de sincérité, quoi. Là, pour le coup, effectivement, s'il y a quelque chose que je pourrais, qui pourrait constituer une forme de dimension autobiographique, mais uniquement, en fait, d'une manière très projetée, très travaillée, très au second degré, c'est l'idée que moi, je suis le dernier, le petit dernier, que j'ai l'impression d'avoir été négligé. Et le personnage en question, c'est un petit dernier. Il ne supporte pas de l'être, parce qu'il y a toute une dimension de frustration. Il a un problème, parce que ses filles, ses jumelles, là je ne suis pas beaucoup parce que c'est les premières pages, se sont perdues et il ne sait pas comment les retrouver. Et après, il devient fou et il essaye de trouver une justification à cette folie d'une manière ou d'une autre. Pour se racheter, quoi. Et aussi pour trouver une espèce de... Parce que c'est toujours ça. En fait, on développe des névroses pour s'excuser de ne pas réussir à assumer une espèce de souffrance profonde qu'on a en nous, quoi. C'est pour ça qu'on a des phobies, des névroses, des paranoïas, des choses. C'est parce qu'on n'arrive pas à assumer l'espèce de culpabilité originelle qui nous a été plantée par un décor qui est généalogique. En fait, ça vient plus loin de nous. Alors là, c'est une autre dimension, c'est la dimension collective. Ça vient de plus loin que nous. C'est nos parents, nos grands-parents, etc. Voilà. Le personnage en question, c'est le fils adoptif d'un... Bon, là, je ne spoil pas, parce que c'est le fils adoptif d'un grand général de l'armée rouge. Voilà. Mais il n'a pas été voulu, c'est un fils adoptif. Il entre dans le décor de l'histoire une fois qu'elle a déjà lieu, et puis on dit camarade, mais lui, il ne s'identifie pas à tout ça, toute cette histoire. Et en fait, il trimballe toutes les névroses de la mère, du père, du grand-père, de la grand-mère, et de toute la Russie. Donc, de toute cette espèce d'univers, cette folie collective qu'il y avait en Russie. En fait, on ne se rend pas compte de ce que ça a été la Russie, ce que c'était l'URSS, parce qu'on l'a oublié maintenant, on pense que c'est fini, la guerre froide, tout ça, c'est un musée. Enfin, pour les gens un peu plus vieux comme moi, qui
j'ai quand même 48 ans, je sais ce que c'était que l'URSS. Il y avait quand même quelque chose derrière de beaucoup d'histoires, de douleurs. Déjà, premièrement, la création même de l'URSS qui s'est faite dans la douleur, à partir de la rupture avec le tsarisme, puis toutes les histoires de Staline, les purges, le goulag et tout, la Seconde Guerre mondiale, enfin bref, il n'y a que de la mort, il n'y a que de la souffrance, de la folie là-dedans. Il suffit de voir le livre de Chalamov, là, sur le Colima. Enfin, c'est pas rien, quoi. Il y a une véritable tout russe qui vient au monde, né avec des générations de gens qui souffrent. Et je ne parle pas que des Russes, d'ailleurs, enfin, toute la région, quoi. Je parle aussi des Finlandais, aussi. Il y a eu une guerre qu'on connaît assez peu, qui est la Grande Guerre d'hiver, où les Russes ont essayé d'envahir la Finlande. Et ils ne sont pas réussi en 1939, ça a été une capilotade pour les Russes. Et ils ont perdu énormément de gens. C'est-à-dire que quand je vois aujourd'hui, par exemple, quand on me dit en un mois, les Russes ont perdu 10 000 personnes. C'est hallucinant, hallucinant. On est en 2022 et ils ont la capacité de perdre. Ce n'est pas possible dans l'opinion occidentale. Nous, on ne peut pas envoyer. Je ne fais pas de jugement de valeur là-dessus, ni en bon, ni en mal. Mais il y a quand même cette espèce d'idée qu'on meurt, qu'on souffre. La Russie, pourquoi j'ai choisi la Russie? Parce que c'est un pays qui souffre. Ça souffre. En Russie, ça souffre depuis longtemps, quoi. À l'Exar, tout. Enfin, ça a toujours souffert. C'est jamais des pays qui ont été en paix, en sécurité. Même quand ils sont en paix, ils se prennent à des régimes violents. La violence qui dérange. Qui dit violence dit pulsion. Et donc dit principe de plaisir, etc. L'univers russe est quand même très propice à toutes les formes de... il est propice à toutes les formes de représentation de la violence, de la folie et de la culpabilité, parce que finalement, il s'agit de ça, quoi. Il s'agit aussi d'une forme de culpabilité historique. Il y a une culpabilité historique, de toute façon, qui est inhérente à la création même du pays. Voilà. On retrouve ça aussi en Allemagne, aussi, hein, mais on retrouve aussi en France, c'est-à-dire que l'histoire est de toute façon construite. On retrouve à Rome sur un meurtre, sur un fratricide, Romulus qui tue Rémulus, etc. Toute l'histoire est construite sur la culpabilité. Et mon bouquin parle de ça aussi, quoi. Alors évidemment, il parle de façon détournée, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à éclairer vos lanternes sur un bouquin qui est quand même complexe. Ce que je peux faire, Louis, c'est lire quelques pages parce que moi, je trouve que tu as un style extraordinaire. Et justement, ce que je t'avais dit au début, quand j'ai commencé à le lire, le livre, je ne sais pas pourquoi, je le traduisais dans ma tête en portugais. Ouais. Tu écris en français, mais tu as des constructions de phrases portugaises et surtout, ce qui est sublime, c'est que tu utilises le passé simple qui n'est, pour ainsi dire, plus jamais utilisé en français. Et quand on parle en portugais, on parle au passé simple. Et je trouve ça, c'est un temps qui est très joli et qui j'espère qu'il ne va pas disparaître en français parce que c'est le temps de la narration. Oui, mais sinon, on va pouvoir lire Flaubert après. Oui, mais c'est très joli le passé simple. La plupart des gens utilisent à l'imparfait. L'imparfait, pour moi, je trouve que c'est pas très joli. Enfin, oui. En fait, le passé simple a une fonction particulière. Il n'est pas utilisé à l'oral,
mais il a une fonction particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait comme un passé composé qui serait plus érudit. C'est pas pareil. Le passé simple, il dit les choses telles qu'elles sont faites une fois. Voilà, c'est le temps du performatif, quoi. Quelque chose qui s'est fait une fois et qui ne sera pas. Exactement. Au contraire de l'imparfait, la signification de voilà. l'imparfait, temps révolu qui ne reviendra jamais. C'est la notion. Exactement. C'est ça. Ouais. Et il y a des petites phrases qui m'ont beaucoup plu. À un moment, mon être, tout autant que mon nom, est double. Donc, c'était intéressant parce que Fernando Pessoa a écrit des hétéronymes et donc il écrivait des hétéronymes donc avec d'autres noms, mais dans ses histoires, il y avait un autre nom qui écrivait un autre nom. Donc, ça faisait des choses absolument extraordinaires. Et qu'est-ce que je pourrais te retrouver aussi comme phrase que j'ai trouvée très belle? Oui, justement, nous parâmes au plus pressé, essayant tant bien que mal de calmer notre inquiétude au sujet de la disparition des jumelles. Donc voilà une tournure de phrase que j'aime. Et c'est pour donner envie à toutes les personnes ce soir qui nous écoutent de le lire. Et voilà, je continue. J'ignore pourquoi j'existe dans l'un et l'autre monde. Quant au pouvoir que je possède de m'infiltrer à ma guise dans les rêves des autres, je n'en fais qu'un usage limité, toujours dicté par une nécessité qui me dépasse. Ce pouvoir est un feu mortifère qui me consume de l'intérieur et dont à chaque fois qu'il me brûle, je ressors toujours plus exsangue. Alors là, c'est le début. Je suis par sa faute incapable, comme les autres hommes, aussi bien de vivre que de rêver. Oui, alors là, c'est très pessoen, effectivement. Je ne cache pas ma filiation pessoenne, d'abord parce que je suis portugais, que tout portugais qui suspecte qu'il y a un peu de lettres ne peut que considérer que Pessoa est un immense géant qui écrase toute la littérature portugaise, comme Camões, il y en a d'autres. Bon, là, franchement, c'est quand même c'est fort. La question de l'identité est fondamentale dans mon livre. Voilà. On a un personnage, là, effectivement, qui... alors, c'est une projection. Hein. Ce personnage-là, il existe dans le rêve de quelqu'un. Alors, les hétéronymes, ils dialoguent entre eux chez Pessoa. Par exemple, Cairo, il parle avec Pessoa, il parle avec Campos, il parle avec Rest. Ils dialoguent entre eux. Ce ne sont pas juste des identités fichées. Et dans le bouquin aussi, effectivement, ces personnages-là, même s'ils sont des créatures algorithmiques, ils dialoguent entre eux. Mais c'est toujours pareil, hein, dans notre tête, hein, ça dialogue. Ça dialogue. Les personnages qu'on se crée quand on fait une thérapie et qu'on parle de machin, bidule, mon père, ma mère, etc., ils dialoguent entre eux. C'est pas juste c'est pas figé, quoi. En fait. Un personnage, de toute façon, c'est pas figé, en fait. Je continue sur quelques phrases qui va vous donner envie de comprendre. Et il y a quelque chose d'un peu mystique, de mystérieux, et puis un style que j'ai adoré dans ce livre. Donc, c'est un souhait légitime de retrouver l'autre monde que vous tenez pour réel. N'ayez aucune inquiétude, votre passage ici n'est que provisoire. Oui, c'est que provisoire. Attendez, alors là, pour le coup, ça fait une résonance avec ça. C'est que provisoire, effectivement. Il fait que passer. Et d'une certaine manière aussi, quand on fait une psychanalyse, c'est que provisoire. On passe, et puis après, on passe à autre chose. Sauf que là, pour le coup, c'est un fantasme. Donc, ce côté provisoire, il n'est pas forcément assuré. On ne sait pas s'il ne va pas revenir. Si c'est pas... c'est pas certain qu'il dit que c'est provisoire, que le passage, il ne sait pas s'il va revenir, en fait. Est-ce qu'il fait confiance à ce qu'on lui dit? Il y a aussi la notion de confiance qui est fondamentale en fait, dans la vie. Est-ce qu'on fait confiance? D'ailleurs, est-ce que pour pardonner, il ne faut pas faire confiance? C'est la question. Est-ce que vous pouvez faire confiance? Je vais te donner mon pardon à quelqu'un.
en qui j'ai confiance. Je sais que si cette personne, je lui demande pardon, ben, je sais qu'en gros, elle ne va pas recommencer. Ouais. Je Donc, continue. toutes ces questions-là, ouais. Je continue. J'approchais de mon insondable vérité. Il finit bientôt par m'envoûter tout à fait. Mes sens se perdirent dans une douce torpeur et je sombrai dans un profond sommeil. Bah oui, en fait, il y a la question du sommeil et du rêve. Mon livre commence avec des gens qui s'endorment et qui s'endorment et, et à qui on fait croire que finalement, ils continuent à rêver alors qu'ils se sentent, quand ils se réveillent, alors qu'en fait, eux, ils ont bien l'impression d'être réveillés. C'est une espèce de machinerie, là, comme ça, du sommeil qui entre en jeu dès le départ et qui va aller, en fait, qui balaye un peu tout le bouquin, quoi, il faut dire. Même s'il y a des plages de réalisme pur quand même, à partir de la deuxième moitié du bouquin. Le sommeil, le rêve est fondamental en psychanalyse. C'est le moment où commence à naître, où l'inconscient commence à créer son laboratoire et à forger les différentes possibilités de sortir d'une névrose ou pas, en fait, parce qu'on en sort, parfois on n'en sort pas. Encore une fois, par rapport à ce que je disais au début, je considère, moi, que la partie la plus intéressante de notre vie se passe pendant qu'on dort, pendant qu'on rêve. Voilà, c'est là où ça se passe. Évidemment, tout l'Occident est construit sur l'idée contraire, hein, depuis les Grecs, le jour, le matin et tout ça. L'Orient et d'autres civilisations donnent un statut au sommeil et au rêve un peu plus fort. Ouais. Ouais. Mais nous, en Occident, on pense que le rêve, c'est juste on dort, allez hop, on rêve. Et puis, Je vais continuer par une lettre qui est écrite à Sacha. Très cher Sacha, je t'en ai voulu. Je vous en ai voulu, à toi et à ta famille, pour sa complicité dans la mort de ma mère. Mais si tu te laisses guider, si tu n'écoutes pas tes peurs, si tu restes fidèle à tes pleurs, et si tu te raccroches au bonheur d'avoir retrouvé l'antre de l'ancêtre, il se peut que tu trouves le chemin de mon pardon. ben voilà. En fait, cette phrase résume tout le bouquin, en fait. Pas de ce passage. C'est comment trouver le pardon. Comment trouver le pardon par-delà même toutes les bêtises qu'on a pu faire. Comment trouver le pardon D'abord, le pardon de ses parents d'être nés. C'est quand même un truc étonnant. Hein. On est totalement innocent d'être né, mais on veut quand même prouver à nos parents, oui, j'ai le... Pardonne-moi d'être là, pardonne-moi d'exister. Voilà. Alors, mon bouquin répond un peu entre dans une problématique qui correspond un peu à ça. C'est-à-dire que par rapport à des frères, lui, il se sent un petit peu, il se sent marginal. Hein. Il n'est pas. Alors, il leur demande, il essaie de trouver le chemin de leur pardon. Voilà. Pardonne-moi d'être là, quoi. Mais c'est complètement, c'est ridicule parce qu'on est innocent d'exister en fait. Ontologiquement, on n'a pas demandé à naître, quoi. Mais on passe notre temps à demander, oh pardonne-moi papa d'être là. Je voulais pas t'embêter en étant. Puis je voulais pas t'embêter, je voulais pas avoir de problème. Je voulais pas que vous soyez malheureux à cause de mon existence. Et justement, à un moment, elle chante et tu as traduit les paroles de la chanson russe et ça revient un peu à ce que tu disais sur les parents et les enfants.
Donc, la traduction de la chanson, c'est « Ce qu'il cherche, il ne peut le trouver. Ce qu'il trouve, il doit l'abandonner. Tant que dans mon cœur la nuit régnera, sur ses enfants la faute retombera. » Il y a l'idée de généalogie, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on ne s'est pas libéré d'une faute, tant qu'on n'a pas réussi à se pardonner à soi-même, on porte le fardeau de générations et de générations de personnes qui n'ont pas réussi à se pardonner elles-mêmes. C'est très difficile parce que c'est toute une vie et on n'arrivera jamais peut-être. Je veux dire, on se met en thérapie aussi pour arriver à ça, quoi. Mais la plupart du temps, on se trimballe des fautes de généalogie. C'est une généalogie, quoi. Tout à fait. Justement, après, il dit, le personnage, pardonne aux morts, Sacha, pose sur leur front un baiser égal et muet. Viens m'ouvrir, Sacha, viens m'ouvrir ton cœur vierge de toute faute. C'est ça. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'innocence, quoi. Fondamentalement, ce qu'on cherche, c'est d'être vierge de toute faute. Alors après, il y a les fautes, si tu veux, si vous voulez, il y a les fautes, il y a les vraies fautes, les fautes morales, oui, c'est là où on peut en répondre, quoi, devant un juge, devant quelqu'un qui te dit « Ah, c'est pas bien ce que tu as fait ». Mais après, tu as une autre faute qui est l'espèce de culpabilité originelle d'être là, quoi. Le seul fait d'être là, c'est déjà un problème. C'est un problème pour plein de personnes. C'est un problème pour les parents, c'est un problème pour les frères. Pourquoi il est là, lui? C'est une bouche en plus. D'abord, c'est une bouche en trop. Il faut faut le nourrir. Donc, le pain qu'il mange, il le prend à quelqu'un d'autre. C'est un nouvel intervenant aussi dans le théâtre familial, dans le théâtre collectif. Donc, toute forme de, comme on dit en portugais, protagonisme, hein, toute forme d'intervention, ça va prendre sur quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on prend toujours la place des autres quand on est né. C'est insupportable. Donc, on est coupable d'être là, quoi. On n'arrête pas de vous reprocher d'être vivant. C'est terrible. Hein. C'est terrible, quoi. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez dire, je suis désolé, je suis là, quoi. Mais d'abord, je n'ai pas demandé à naître, et puis j'ai fait de mal à personne. Voilà. Mais c'est de reconquérir cette innocence, quoi. Ce que je vais faire, Louis, c'est lire le dernier paragraphe du chapitre 1. Ouais. Et après, vous pourrez commencer à avoir vos réflexions et vos questions, cliquant sur la petite main jaune. Mais ce paragraphe, c'est un paragraphe important, il me semble, pour la psychanalyse et pour l'histoire de ce soir. Sergueï sait bien que si je tue mes parents en rêve, mon acte sera aussi définitif et aussi nul que si je les tue en vrai. La matière n'est rien. Le sang des songes est aussi inodore que celui des veilles. Vivre n'est rien. Rêver est peu de choses. Mourir est tout. Et surtout mourir à soi-même dans l'espoir de ne pas renaître. Dehors dans la nuit, derrière les rideaux que je n'ouvrirai pas, la nuit de la steppe russe déploie ses ombres immuables, aveugle à sa propre cécité immémoriale. Muette comme le tombeau où ses paysages monotones se décuplent, ineffable comme l'est la vérité lorsqu'elle parvient à se regarder dans la glace de ses masques matériels. Le train seul qui le transperce, sans même qu'elle s'en aperçoive, existe. Il file comme une étoile perdue, une comète absurde qu'aucun œil ne daigne contempler. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le petit clin d'œil au train et de Freud qui a en quelque sorte découvert la psychanalyse en prenant le train. Donc je vous laisse tous à vos réflexions. Certains et certaines qui ont pris des notes. Bicera, tu veux dire quelque chose? Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation très riche et très intéressante. Alors, je n'avais pas forcément de questions à poser, mais ce que vous pointez, ça me fait réfléchir justement sur, par exemple, les patients qui n'ont pas cette place dans la famille, qui sont remplacés par un autre.
Je pense par exemple à des fausses couches chez certaines dames qui ont eu un enfant mort-né, par exemple, et que le remplaçant prend une posture, une identité qui n'est pas vraiment la sienne, et toute la culpabilité du patient et de toute la névrose finalement qui est à mettre à jour. Et ça me fait réfléchir un petit peu à tout ça, cette faute inexcusable dans la famille, dans le côté transgénérationnel, et tout le parallèle qu'on peut faire justement de qu'est-ce que c'est que vraiment naître à soi-même, vous voyez, l'existence, exister pleinement. Et il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce que vous pointez dans le bouquin, et c'est souvent le cas auprès des patients qui viennent consulter les psys. Il y a des questions familiales comme ça, en sous-bassement à découvrir, et voilà, ça m'évoque ça. Merci, Bicéra. Et en même temps, ce qu'il y a d'intéressant dans ces mélanges de cultures, c'est toi-même, Bicéra, avec ta propre histoire. Donc, il y a quelque chose, je commence à bien te connaître et c'est peut-être parce que j'ai ce sentiment que je travaille aussi là-dessus, mais ta culture est très présente quand même. Ce n'est pas anodin, ton histoire familiale. Il me semble qu'il y a le côté des pays de l'Est, la mélancolie. Exactement, ben, c'est ce que je voulais dire, c'est pour ça que je voulais en revenir, parce que tu as quelque chose de slave, tu as quelque chose des pays de l'Est qui est en toi et que je pense que cette espèce comment on pourrait appeler ça, de vague à l'âme, de nostalgie, et en même temps, cette dureté des pays de l'Est, cette espèce d'ambiguïté entre le dur et le doux, et entre le sensible et le violent. Voilà. Tout à Et fait. dans les mots de monsieur, je trouve que c'est exactement ça finalement. Vous pointez exactement la dureté des pays de l'Est avec toute cette recherche finalement de troubles identitaires et comment exister, se faire vivre et exister dans un monde qui est un peu déshumanisé, voire beaucoup déshumanisé. Et je pense que cette histoire de faute, ou en tout cas d'excuse, ça permet aussi de se laisser un peu de place, un peu d'espace pour pouvoir s'oxygéner, se dire, allez, je vais exister peut-être à un moment, mais peut-être pas aujourd'hui, pas maintenant, pas tout de suite. Et excusez-moi, mais là, je ne vais pas pouvoir tout de suite. Vous Ouais, voyez. c'est ça. Mm. Excusez-moi, exactement. Mm. Enfin, voilà, merci beaucoup. C'est Il y a très un gentil. truc, Sarah, qui m'a, qui m'a tout de suite dans ton intervention, qui m'a tout de suite qui a tout de suite fait vibrer dans mon cerveau. La raison même de mon bouquin, c'est le mot remplacement. C'est-à-dire, en fait, la névrose comme processus de remplacement. En fait, on remplace quelque chose qu'on n'arrive pas à affronter. Alors, quelque chose de trop lourd, parce que finalement, les traumas d'un enfant n'a pas un cerveau, on ne s'en rend pas compte. Un enfant n'a pas un cerveau, le cortex préfrontal, il est formé à 22 ans. Enfin, il n'a pas la capacité d'absorber des traumas ou des choses trop lourdes. Donc, pourquoi? Donc, qu'est-ce que va faire l'inconscient? Il va transformer ce trauma, qu'on n'arrivera peut-être même pas à trouver, en fait, par des excuses, comme au tarot, quoi, des remplacements. Alors, et ces remplacements, c'est les phobies, les névroses, les folies, les petits problèmes qu'on a. Alors, et toute la difficulté, c'est de retrouver la carte originelle, quoi, derrière toutes ces excuses, quoi, finalement. On n'arrête pas de mettre des excuses. La carte originelle, est-ce qu'on veut la voir? Est-ce qu'on peut voir? Ça peut être la mort, par exemple, parce que au tarot, vous avez la mort comme carte. Quelque chose qui c'est pas facile d'affronter, quoi. Moi, je sais pas, je pense, moi, en tant que j'ai été patient de psychanalyste, je pense qu'il y a des choses que je ne veux pas voir. Donc, je crée des névroses, je crée des symptômes parce que je n'ai pas envie de voir ça. C'est très difficile. Et je crois que Freud parle de ça, et c'est marrant parce que Freud, comme lecture de chevet, il parlait du manuel d'Épictète. On se dit, non, les stoïciens, c'est la conscience, c'est tout le contraire, quoi. C'est tout le contraire à la psychanalyse, c'est l'idée qu'on est maître de ses représentations. Et non, mais il disait qu'en fait, il fallait du courage, en fait. Il faut du courage pour aller au bout d'un processus
d'analyse. Hein. Il faut du courage. Hein. Ce n'est pas évident de voir derrière toutes ces excuses, hein, toutes ces cartes-là, de voir le vrai problème. Parce qu'il est pire, en fait, parfois. Il est pire que toutes nos phobies, que toutes nos névroses. Je ne sais pas, après, moi, je parle sous votre autorité. Mais je pense que la carte qui est derrière l'excuse, la vraie carte dont l'excuse est le remplacement, elle fait peut-être encore plus peur. Donc, il faut quand même se lever tôt pour y arriver. Ouais. Hussein a quelque chose à dire. Hussein, c'est à toi. Tout à fait. Ok, donc déjà très belle présentation. Merci Hussein. Je suis aussi écrivain, donc au super. début pour le titre, je me reconnais. C'est très compliqué de trouver un titre. Par contre, puisque j'étudie aussi la Kabbale, donc dans la Kabbale, on parle beaucoup des tarots et tout. D'abord, quel est le lien que tu peux faire avec au niveau du fou et de l'excuse, donc de la carte? Ouais, merci. Il doit y avoir un lien. Pourquoi lier l'excuse au fou? Et ensuite, parce que déjà que le fou symbolise tout ce qui est commencement, suprême, point de départ et tout. Donc, pourquoi un départ va être lié à une excuse? Ah, mais putain, merci pour cette question parce que c'est vraiment, comment dire, c'est le cœur indépendamment même de toute autre considération. Alors, l'excuse et le fou et le mat sont la même carte au tarot. Il doit y avoir des raisons. Je ne suis pas un tarologue, je ne sais pas les raisons pour lesquelles on est arrivé à cette identification. Mais je n'ai pas la carte là. Je n'ai pas un jeu de tarot là sur moi, mais je devrais. En fait, le fou, quand on le représente, on le voit comme quelqu'un qui voyage, qui a une espèce de chien qui lui mord le mollet. Il a une espèce de panier percé. Il n'est pas chez lui, quoi. En fait, il part. Il n'est jamais chez lui. C'est la figure du fou, du mat. Et c'est aussi au fait, si on regarde, on voit un peu le juif errant. Le juif errant, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un peu une ressemblance avec tout cela. Oui, le juif errant, totalement. C'est-à-dire l'errance, quoi. Alors, pourquoi l'excuse a un sens dans le jeu de cartes? C'est très important de mettre cette carte-là et de la voir. D'abord, elle rapporte beaucoup de points qu'on gagne, au tarot. Et ensuite, elle permet de remplacer les autres. C'est un joker. Donc, si tu as un jeu de merde, si tu as un mauvais jeu, tu mets l'excuse et hop, tu passes à autre chose, quoi. Donc, c'est une façon de se défausser, quoi. Or, effectivement, ça, c'est dans la psychanalyse, ça a été traité, l'idée que finalement, la névrose est une façon de se défausser par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas. On a un jeu, on n'arrive pas à l'affronter, allez, on met excuse, ok. D'un point de vue symbologique, et plus en dehors même de la psychanalyse, je pense que cette carte-là, qui n'a pas de nombre, c'est la carte qui, d'un point de vue kabbalistique, tu parles de la Kabbale, elle n'a pas de nombre. Bon, même si on dit que c'est l'arcane 22, etc., elle n'a pas de nombre. Donc, d'une certaine manière, elle est en dehors de tout calcul. Or, notre monde, et le monde occidental en particulier, est un monde de calcul. On est tous en train de calculer. Tout doit être paramétré, tout doit être tout doit être réfléchi. Cette carte-là, c'est la carte non géométrique. C'est comme l'esprit de finesse, quoi. C'est arrêtons de calculer, de penser en fonction de coûts, bénéfices, etc. Laissons-nous aller au pouvoir de l'imagination, donc de l'excuse qui, finalement, elle n'est pas dans le jeu. Elle s'en fout, elle va de pays en pays, elle va de territoire en territoire. Sans cette carte-là, on est quoi? On est des machines, quoi. On est des robots, quoi. Elle est super importante, cette carte-là. Si on n'a pas le pouvoir de sortir du calcul
géométrique, on est des robots. Donc, indépendamment même de toute considération, je pense que c'est très important d'avoir cette carte-là en tête. De se dire, OK, aujourd'hui, je ne suis pas logique, aujourd'hui, je fais n'importe quoi, aujourd'hui, je ne suis pas un… Voilà. Je vais d'un monde à un autre, comme le fou. Et je m'excuse. Alors, je m'excuse, ça peut être ironique aussi. Je veux dire, écoutez, je suis désolé. Ah, pardon. En fait, en gros, vous n'avez pas fait bien les choses. Je suis désolé. Vous n'êtes pas allé en cours. Je m'excuse. Aussi, c'est une liberté aussi de dire, je m'excuse, je suis pas parfait, quoi. C'est aussi la carte de la tolérance et du je ne suis pas parfait. Voilà, je ne suis pas parfait, je m'excuse. Voilà. Je suis pas un robot, je ne suis pas une machine, j'ai le droit d'être fou, j'ai le droit de faire n'importe quoi. Parce qu'on est tout le temps en train de nous demander, notre civilisation occidentale, on est tout le temps en train de demander des comptes. Hein. Tout le temps des comptes. Il faut faire ci, il faut faire ci. Et si on ne fait pas, hop, on est dehors. Non, je m'excuse. Il y a Victoria, vous avez quelque chose à dire? Ouais. Montrez-vous, Victoria, si vous voulez parler. Il y a la petite main. Victoria. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne peux pas me montrer parce que je n'ai vraiment pas de luminosité dans mon appartement. D'accord, pas grave. En fait, je voulais intervenir parce que du coup, j'ai la carte du tarot devant moi et du coup, je fais beaucoup de cartomancie et je connais le tarot. Merci. Ma mère est là-dedans. J'étais curieuse de savoir pourquoi le fou, parce que donc déjà, c'est un arcane majeur, donc les arcanes majeurs ont plusieurs significations. Il y a le chariot, il y a le diable, enfin voilà. Et le fou est une carte au final qui est très positive quand elle est mise, enfin quand elle est tirée à l'endroit. Mais au tarot, on interprète aussi du coup à l'envers. Et je sais que le fou à l'envers, justement, c'est un peu, c'est le contraire de la signification du fou qui va vers sa destinée, etc. Là, justement, il se rabaisse un peu, etc. Mais pourquoi le fou et pas le diable? Parce que pour moi, le diable, comme arcane majeur, ça représente plus la folie que le fou en soi, en fait. Voilà. Intéressant. C'est très intéressant. Alors, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ce que tu as dit, Victoria, c'est le fait d'être deux. Au tarot, en fait, aucune carte n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Ça dépend si elle est, en fait, si elle est dans un sens ou dans l'autre, ou renversée. Et donc, c'est ambivalent, quoi. Et dans la vie, c'est comme ça, c'est ambivalent, quoi. Les cartes sont ambivalentes comme la vie, quoi. Les événements sont ambivalents. Tout dépend de la manière dont ils s'articulent aux événements précédents ou aux autres. Et puis, en fait, tu as parlé de la différence avec le diable. Alors, effectivement, c'est vrai. Le fou le fou n'est pas la folie au sens… parce qu'il y a le diable dans le tarot. Le fou est une carte qui va au-delà de la folie, même si c'est le fou ou l'excuse. Le fou, l'excuse, tout le monde a compris que c'était la même carte. C'est une folie au-delà de la folie. C'est plus le fait de se libérer de toute contrainte, quoi, d'être en dehors du nombre. Parce que c'est une carte qui n'a pas de nombre. Hein. Elle n'a pas de nombre. Donc, elle ne compte pas, en fait. Tiens, elle n'a pas de nombre, elle ne compte pas. Alors, elle peut être positive ou négative en fonction des circonstances. Et ça, c'est intéressant. Parce que la sagesse des cartes aussi, c'est de la cartomancie, c'est qu'en fait, tu n'as pas une carte. Quand on tire les cartes, par exemple, on dit ah tiens, il y a un as de pique, c'est mauvais. Ça dépend. L'as de pique peut être bon aussi. Ça dépend du contexte. Il n'y a rien qui soit ni blanc ni noir. Dans la cartomancie, comme dans tous les savoirs traditionnels, enfin, moi je ne suis pas un grand savant de ce domaine, je connais très peu de choses. Mais une chose que j'ai retirée de tout ça, et aussi l'étude du chamanisme et tout ça, c'est que ce n'est pas des sciences, c'est pas binaire. C'est pas binaire. Comme les grandes religions judéo-chrétiennes, musulmanes, etc., elles sont quand même fondées sur le bien, le mal. Dans les religions traditionnelles, je ne sais pas comment on appelle ça, rien n'est binaire. C'est ambivalent.
c'est ambivalent. Une carte, elle peut avoir une valeur bonne ou mauvaise en fonction de la situation. Et la mort, ça ne veut pas dire la mort. Et la folie, ça ne veut pas dire la folie. Et ça, je pense que c'est ça qui nous vient. Cette sagesse polythéiste, on l'a perdue, hélas. On l'a un peu perdue. Bon, après, dans mon livre, il y a beaucoup de références à la mythologie slave. Péroun, Belobog, enfin, il y a beaucoup de références à la mythologie slave, qui étaient polythéistes, évidemment, comme tout ce qui vient avant le christianisme. Mais le premier judaïsme aussi avait des éléments polythéistes. Voilà. Ça s'est constitué après progressivement. Mais dans le tarot, on a une survivance des vieilles sagesses ancestrales, traditionnelles, où les éléments symboliques ont des charges négatives, positives, en fonction du contexte, quoi. C'est jamais blanc ou noir, c'est pas le bien ou le mal. Nous, on est un peu les idéologies, c'est le bien et le mal, hélas. Soit tu es dans mon camp, soit tu es dans l'autre. Or, la réalité, c'est que les choses sont ambivalentes, quoi. Natacha, tu as mis la petite main jaune. Bonsoir, Natacha. Oui, bonsoir. Parce que moi, je suis formée au tarot selon la lecture de Jodorowsky-Costa. Ah, et effectivement, je l'avais juste à côté de moi, en fait. Ah, génial, Jodorowsky. Voilà. Et donc, ça, c'est le mat, effectivement. D'accord. Et effectivement, dans la lecture de Jodorowsky, si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que vous dites, c'est effectivement que les cartes sont aussi une invitation à la méditation et au miroir de soi-même. Et que tout ce qu'on va voir dans la carte, c'est le miroir de soi, et qu'effectivement, soit cette carte va être illustrée dans un tirage des autres cartes et va donner une teinte au tirage qui va être progressif ou qui va être dégressif. Et en fait, ça va indiquer une teinte, mais c'est pas noir ou blanc, effectivement. Et quand on est dans la lecture, on est dans ce qui parle aussi à la personne, en fonction de la question, en fonction de la stratégie du tirage, du contexte. Et voilà, et il y a aussi cet appel du tarot de Jodorowsky à l'utiliser comme travail intérieur, comme cathédrale nomade, comme miroir de soi et du chemin initiatique intérieur. J'adore cette cathédrale nomade. Pour moi, c'est un truc, c'est juste une expression génialissime. C'est vous qui l'avez trouvée? Non, c'est Jodorowsky qui l'utilise ainsi. D'accord, ok. Jodorowsky, en fait, oui, ça ne m'étonne pas parce que je le connais assez tard. Ma femme est mexicaine, donc elle m'a dit, ouais, mais tout ce que tu dis, c'est chez Jodorowsky. Ah bon, je ne savais pas. Après, je me suis plongée dessus. Je dis oui, la psychomagie. Alors, dans mon livre, il y a une cure par le tarot. Mais quand je l'ai écrit, je ne connaissais pas. Mais après, ma femme a dit, mais Jodorowsky l'a déjà dit. Et après, je me suis plongée dans la psychomagie. C'est absolument génial. Je trouve que c'est un auteur, cinéaste évidemment, mais qui va au-delà de tout ce qu'on peut... tout ce qu'on peut en termes de puissance, d'effectivité. Je veux dire, la psychomagie, il la compare à la psychanalyse en disant que ça se fait par les gestes, c'est ça, alors que la psychanalyse se fait par les mots. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent, dans mon bouquin, faire penser à Jodorowsky, même si quand je l'ai écrit, je connaissais très mal, justement, je connaissais que les cinéastes. Après, le tarot, effectivement, ce que tu dis, c'est fondamental quand tu parles de cathédrale nomade, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ni blanc ni noir, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, il faut que nous, occidentaux, on sorte de cette espèce de prison qu'on a, de voir les choses en blanc et noir. On voit tout en blanc et noir, c'est blanc ou noir, c'est vrai ou faux, c'est bien ou mal. Alors que dans beaucoup d'autres cultures, le tarot, c'est occidental aussi. C'est une production occidentale qui vient de plus loin. Même dans notre culture traditionnelle, on a des exemples de formes de représentation qui ne sont ni blanches ni noires.
Ça dépend du contexte. Mais franchement, si les gens étaient capables, juste pour analyser je ne sais quoi, même pour des faits politiques, au lieu de condamner, de comprendre le contexte et de voir la complexité, les gens se parleraient, ils dialogueraient, hein, ils seraient dans une dialectique au sens platonicien, voilà, ils progresseraient vers la vérité ensemble, au lieu de se jeter des anathèmes, de dire « Ah, toi, t'es ci, ah, toi, t'es machin, ah, c'est parce que tu dois être communiste ou parce que tu dois être… » Non, arrêtons avec le blanc et le noir, quoi. Mettons un peu de… En fonction du contexte, les choses sont différentes, quoi. On va continuer le tour de notre écran. Isabelle Bidot, tu veux nous dire quelque chose? Oui, ben, il y a eu pas mal de choses de dites par rapport à tout ça. Enfin, que j'avais envie de dire, c'était oui, parler du fou parce que c'est celui qui démarre, qui va de soi à soi, c'est-à-dire il est au départ et à l'arrivée en même temps dans l'histoire du tarot. C'est-à-dire il chemine en fonction des cartes qu'il va rencontrer et voilà, c'est le chemin initiatique dont parlait, je ne sais plus qui c'était, Natacha. Donc, on retrouve là un petit peu tout ce à quoi nous sommes confrontés tout au long de ce chemin de vie. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Moi, je retrouve ça dans le tarot. L'initiation, c'est important ça. Vous avez employé un mot très important, c'est chemin initiatique. C'est très important. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est notre quête, c'est notre quête à tous. Et voilà. Et pourquoi on a perdu, je pose une question, et pourquoi on a perdu ce sens de l'initiation, du chemin initiatique, que la carte du fou nous révèle? À votre avis, Isabelle? Je ne pense pas qu'on l'ait perdue. Ouais. Elle est là, elle est en nous justement, elle fait partie justement de cette conscience collective et de cet inconscient aussi. Elle est là, elle est en chacun de nous. Et voilà, après, je crois on a du mal, quoi. On a du mal à la faire venir. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que la vie, c'est une initiation, quoi. Par exemple, quand vous parlez d'initiation, vous prenez pour des tarés, quoi. Non, mais je vous pose la question. Et ça dépend des personnes, ça dépend de l'évolution de chacun, ouais. De la façon aussi d'aborder voilà, les événements de la vie. Moi, je trouve ça très intéressant, ce que vous dites. L'idée de chemin initiatique. Parce que quand vous employez ce terme-là, de chemin initiatique, dans une conversation comme ça, on dit t'es un gourou, quoi, non. Alors qu'en fait, c'est la vie, quoi. C'est une initiation, quoi. Il y a une série d'étapes. Par exemple, tiens, je parlais à quelqu'un qui me disait l'expression « connais-toi toi-même », qui est très galvaudée, quoi. On pense que c'est… En fait, chez les Grecs, c'était la première étape d'une initiation, quoi. À travers des mystères. Donc, en fait, c'est pas connais-toi toi-même, tiens, ça y est, hop, je sais qui je suis. Non, non, je m'appelle Louis Seabra. Non, non, c'est pas ça. C'est pas… C'est par rapport à une psyché, qui est totalement cosmique, quoi. Et qui suppose, pour se connaître soi-même, il faut des étapes, des choses comme ça. Alors, les gens ne veulent pas avoir des étapes. Ils veulent… Comme on l'est beaucoup dans le narcissisme, ils veulent juste un nom, un prénom, une identité, et puis ils pensent que c'est ça la vie. Alors qu'une initiation, c'est… je ne sais pas qui on est. Ouais. Ouais. Merci Isabelle. Antonio, qu'est-ce que là? Antonio. Allô à toutes. Oui, oui, je suis ici. Ouais. Le peu que je… Voilà. Allô. Tudo bem. Le peu que je comprendu, je crois que j'ai une expérience personnelle. Oui, oui. Attends, Antonio, podes tirar a máscara, faz favor.
Oui, je peux tirer un peu, mais comme je give des leçons de conduire maintenant, parce que je dois maintenir ça. Excusez. Mais j'ai une expérience personnelle avec le tarot et les cartes et la mystique de tarot, parce que ma grand-grand-mère, elle était une parturiente et aussi, Une sage-femme, en fait, une sage-femme. Oui, et elle aussi utilisait le tarot et les cartes pour aider le jeune fille et faire des consultes avec lui. Oui. Et elle utilisait le tarot et les cartes, les symboles, sa mystique, comme un agent provocateur de la réflexion et de la partie des idées et des sentiments entre les deux. Partager. Partager, c'est ça, partager les sentiments entre les deux. Et une fois, elle m'a dit qu'elle faisait comme ça parce qu'elle veut aider les jeunes filles, mais si elle lui dit les choses directement, pourra être un peu offensive et elle départ et ne veut pas écouter les beaux mots. Donc, si je comprends bien, elle utilise le tarot pour envoyer des messages. Yes. Elle a utilisé le tarot pour faire passer un le message, c'est ça. Et, oui, et cause ça, la symbologie du tarot, j'ai entendu aussi comme une chose que c'est volatile, c'est négociable. C'est pas une chose fixe et comme tu as dit, black and white only. C'est pas blanc ou noir. Exactement. C'est ça. Et je trouve ça. Et c'est un peu comme la critique de Freud avec les théories des chiffres dans les rêves. Mais si les chiffres sont culturels et si les chiffres ont une significance sociale et partagée par les deux personnes, il pouvait donner quelques sens à la rêve et la conversation de les deux. C'est ça? Okay. Non, mais c'est formidable. Parce que dans mon livre, il y a effectivement une question du chiffre dans le rêve. Parce que, donc, en fait, bon, alors, il y a trois frères. Il y a trois frères. Bon, alors, évidemment, on pense évidemment au frère Karamazov, mais ça n'a rien à voir. Même si, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de. On ne peut pas s'y pencher des pensées. Il y a trois frères. Et le chiffre 3 est très présent dans le livre. C'est-à-dire que il y a un frère qui se représente les deux autres et qui se met à leur place, qui fantasme à leur place, ce qu'ils sont, ce qu'ils ne font pas. Bon, lui, c'est le petit dernier, parenthèse, qui en fait peut renvoyer aussi à ma situation. Mais le chiffre dans un rêve, alors, le chiffre, ça, en français, ça a l'idée aussi de déchiffrer, hein, c'est-à-dire le secret, l'énigme. On emploie le mot chiffre aussi pour dire le mystère, le secret. Je connais le chiffre de cette formule, c'est-à-dire je connais la solution, quoi. Et c'est intéressant ce qu'il a dit, Antonio, là-dessus. Ouais, je trouve ça très intéressant. On va peut-être faire encore une ou deux questions. Oui. Je vois que Pierre Tourneux est très interrogatif et se réfléchit à beaucoup de choses. Pierre, tu veux dire quelque chose? Oui, bonsoir à tous. Je n'ai pas de question particulière, mais après, c'est vrai que c'est très jungien, cette approche finalement des contraires qui... Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Effectivement, c'est du yin dans du yang, il y a du yang dans du yin. Voilà, c'était juste ma réflexion personnelle du soir. L'approche, beaucoup de liens avec Jung.
Ah oui, parce que dans mon bouquin, en fait, ça parle de la folie collective, en fait. Il y a un inconscient collectif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le déchaînement. Alors, ah oui, c'est quand même quelque chose qui, si vous voulez lire le livre, quand même, que je dois quand même souligner, c'est que ça se passe pendant les années Yeltsin. Dans les années 90, en Russie, alors ça explique beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu une époque de décomposition de l'URSS accélérée, où ils ont tout privatisé, c'est une folie totale. C'était un casino, la Russie. C'était n'importe quoi, il y avait des mafias partout, la désorganisation totale. Le pays a perdu 70% de son PIB, enfin, c'était une catastrophe les années 90. Eltsine, c'était une catastrophe, quoi. Après, je ne veux pas dire Poutine merveilleux, etc., c'est un dictateur, si vous voulez, mais il faut voir aussi à quoi il a succédé. C'est-à-dire qu'on est passé de l'URSS jusqu'en 91 à 10 années de dissolution totale de l'État-nation. C'est ce que les Russes appellent les années sauvages. Et ça se passe pendant cette époque-là, 91, 80, 2000. Ça a été horrible, la Russie. Ça a été un champ de ruines, la privatisation chaotique, des mafias partout, les oligarques qui avaient le pouvoir, et un dirigeant alcoolique qui se faisait, il y a cette fameuse image avec Bill Clinton qui rigole, qui dit, et l'autre qui est totalement ivrogne, enfin, c'est l'humiliation totale, c'est-à-dire que l'ennemi de la guerre froide, c'est bien un clown, quoi, Eltsine, quoi. Donc, je pense que les Russes l'ont très mal vécu. Ces années-là, ils les ont très mal vécu. Et on ne comprendra jamais la popularité de Poutine sans comprendre, et je n'excuse pas, Poutine est un dictateur, et ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir, et il est mais sa popularité demeure intacte, je pense, globalement. On ne le comprend pas sans les 10 années de dissolution de l'Union soviétique, et ça se passe à cette époque-là, mon bouquin, 91, 82, qui c'était les années sauvages, où la Russie s'est décomposée, mais totalement détruite. Voilà. Et bon, il fallait un homme de fer, et puis je dis, finalement, Poutine, il a fait l'affaire. Et c'est triste pour la Russie. Franchement, la Russie mérite. On va prendre encore 2 dernières personnes, et c'était intéressant parce qu'on va peut-être prendre la prof d'histoire, Marie-Claude, qui est en plus, et en plus ta voisine symbolique parce que Marie-Claude est espagnole. Ah, donc, super. On ne va pas faire la guerre, et Marie-Claude est prof d'histoire, donc génial. L'histoire et toute la psychanalyse, elle est en formation de psychanalyse, donc j'aurais bien aimé entendre un petit peu Marie-Claude. Oui, merci. Alors, juste un mot sur le son est très mauvais, Marie-Claude. Le son est mauvais. Alors, attendez, je vais faire autre chose. Est-ce qu'on entend mieux là? Moyen. Moyen. Là, c'est bon. Oui. C'est bon. Voilà. C'est bon. Oui, juste une petite réflexion sur votre intervention sur Poutine et Yeltsin. Il faut juste ne pas oublier que effectivement, Poutine a quand même largement profité des 10 années de décomposition de l'URSS et qu'il a couvert Yeltsin et vice-versa. Et enfin, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Moi, en fait, je n'ai pas vraiment de questions, mais je faisais le lien entre le personnage du fou et celui du bouffon, celui qui est libre, en fait, libre qu'on autorise à dire des choses, à faire des choses que nul autre n'est autorisé à faire. Donc, c'est intéressant. Enfin, je trouvais... Et puis, il y a longtemps joué au tarot, alors j'ai un peu oublié les règles, mais il me semble que l'excuse, c'est la carte dont il faut se débarrasser avant la fin. Oui, il faut s'en débarrasser. Oui, il faut s'en débarrasser. Je crois que c'est celle qu'on ne doit pas avoir au bout. Hein, c'est pour ça qu'on perd. On perd parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Oui. Oui, mais c'est ça le symptôme. Le symptôme, on en guérit quand on arrive à s'en débarrasser. Hein. Alors, si d'un point de vue psychanalytique, je considère l'excuse comme une espèce de représentation du symptôme, quand on se débarrasse d'un symptôme, on considère qu'on est un peu guéri, quoi. Bon.
Le problème, c'est que comment s'en débarrasser de ce symptôme? Bon, ça, c'est aussi toute la problématique de la psychanalyse. Et puis, sur ce que tu dis, sur ce que je peux tutoyer, je sais pas si. Oui, bien sûr. Sur Poutine, il a profité d'Eltsine. Hein. C'est Eltsine qui l'a nommé. Donc, c'est un agent du KGB. Ensuite, donc il a profité du système. Hein, c'est un arriviste. Il a profité de tout ça, quoi. Mais sans tout ça, il n'y aurait pas eu Poutine. Sans cette folie-là, il n'y aurait pas eu Poutine. Et puis, ce que tu disais sur alors là, c'est le fou du roi, effectivement. L'excuse, hein, la carte, elle est dans le jeu. Elle n'est pas en jeu. C'est pas une carte qu'on vient mettre là-dedans. Elle est dans le jeu. Donc, il est nécessaire. Le jeu a besoin d'un fou. De toute façon, c'est toujours pareil. Il y a toujours besoin d'un fou du roi. Comme en fait, malgré tout ce qu'on dit sur l'art, la littérature, tout ça, c'est un peu la même chose. Toutes les fonctions imaginatives sont de l'ordre du fou. Elles sont quand même nécessaires. Le système a besoin de ça. Le système a besoin de ça. Il ne s'en débarrassera jamais. On aura toujours besoin de personnages qui sont extérieurs, mais qui, en fait, ne sont pas totalement extérieurs, parce que par leur existence, ils permettent à tout l'ensemble de continuer, quoi. Donc, c'est le fou du roi, c'est tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Merci, Marie-Claude. Là, on va terminer, mais j'aimerais bien entendre Anne Cyclis, parce que je pense qu'il y aura dans son histoire et dans ses plusieurs professions et ses recherches quelque chose qu'elle peut nous dire. Anne? Oui, bonsoir. Je ne sais pas ce qui me faisait penser aussi, enfin, à quoi je pensais, c'est que la folie, en fait, dans nos sociétés occidentales est vue comme quelque chose d'étrange et presque d'inaccessible, alors que dans plein de peuples primitifs, la folie est plutôt utilisée comme canal avec les ancêtres, avec l'au-delà, les autres espaces-temps. Et au contraire, le fou a une place assez primordiale, voire de guérisseur. Donc, est-ce que dans ce fou qui est déconditionné, puisqu'en fait, ce mât, dans le cadre du tarot, il lâche avec le passé et il avance vers un avenir incertain, je pense qu'il y a une ouverture aussi sur un certain espace intérieur ou nomade aussi. C'est carrément, ce que tu dis là, c'est tout juste ce que j'essaye, moi, en fait, je sais pas, avec mon travail artisanal ou artistique, d'auteur, etc., d'écrivain, mais il y en a d'autres qui font on essaye, en fait, et d'autres personnes, en fait, des rêveurs, des gens qui imaginent, tout simplement, de réhabiliter la folie, quoi. Erasme parlait de l'éloge de la folie au XVIe siècle, alors que c'était une folie qui était liée à la fantaisie, l'imagination, dans un cadre très restreint de la Renaissance. Mais en fait, la folie doit être réhabilitée. C'est pas la folie, c'est pas la psychose. Hein, oui, c'est ça, parce qu'en fait, oui, parce que la folie, on pourrait peut-être aller aussi penser aux dadaïstes, par exemple, au niveau du langage, qui paraissait déstructuré. On laisse parler voilà, une forme de créativité un peu comme ça, qui n'a pas de forme. Mais en fait, il y a un sens, il y a quelque chose, il y a une essence même, je dirais. Le sens profond de tout ça, c'est d'arrêter avec le lien logique. Dada, c'était arrêter avec le mot donc, arrêter avec la nécessité de mettre un lien logique entre les choses. Voilà, et donc laisser parler ce qui est à l'intérieur et qui surgit, en fait, laisser surgir. Mais après, ce mal-là, comme disait je ne sais plus qui, il nous parle à nous tous, c'est nous tous, parce qu'en fait, on est amené à essayer de se déconditionner aussi du passé et à partir en aventure, en fait, en laissant le passé, en s'ouvrant à l'imprévu et Et tu sais quoi, je pense que tu parles de déconditionner. Je pense que finalement, la guérison, c'est un peu aussi de se déconditionner et d'arrêter de mettre des liens logiques entre les choses. Parce que je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je ne suis pas non plus. Je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Mais je crois que souvent, on met des liens logiques entre des choses qui n'ont pas de lien logique. C'est là où on commence
à entrer dans la névrose. Or, dans les sociétés primitives, comme tu dis primitives ou traditionnelles, oui. autres, voilà, sociétés non occidentales, disons, voilà, on va dire, qui ne sont pas soumis à cette espèce de diktat de la logique. Du rationnel. De la logique, comment dire, la folie n'est pas considérée comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que les fous sont aussi considérés comme des personnes qui ont une connaissance, une science. Ils voient des choses que les autres ne voient pas. Alors nous, on a ça après, on a gardé des bribes de tout ça, avec les prophètes, les visionnaires, mais ils voient des choses que les autres ne voient pas, et donc ils ont un statut c'est des éclaireurs. Ils permettent à la communauté de survivre parce qu'ils ont des visions sur... ils font lien avec le monde de l'invisible. Voilà, ils font un lien. Ça. Alors pour nous, la folie, c'est le sans-lien. La folie, c'est qu'il n'y a pas de lien. C'est la perdition. C'est le néant. C'est le mec qui est dans son coin et qui est totalement errant. Alors que la folie, ça peut être aussi le lien avec le cosmos. Alors, merci de dire ça. Avec l'imaginaire aussi, avec les images, les visions. Oui, mais les images, c'est la vie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que les images, c'est juste une perdition, c'est n'importe quoi. C'est pas la subjectivité, parce qu'on est beaucoup dans la subjectivité. Non, les images, c'est la vie, quoi. Et effectivement, cette forme de folie que donne, qu'on a tous en nous, qui n'est pas la psychose, encore une fois, c'est pas la démence. C'est une carte qui est dans le jeu, quand même. C'est pas la démence. Elle est indispensable à la vie psychique, quoi. Les gens qui n'ont pas de folie en eux, c'est eux les fous. D'ailleurs, c'est eux, les vrais fous, c'est les gens qui n'ont pas de folie. Voilà. On va peut-être donner une dernière parole. J'aimerais bien entendre Nadia Sirène, qui peut-être, entre le fou du roi, la folie, les médiums et peut-être la sorcellerie. Nadia. Non, par rapport à tout ça, je ne sais pas trop quoi dire. Par contre, c'est vrai que par rapport à la carte de l'excuse, il y a quelque chose de l'ordre où on se renie. Et c'est ça qui entraîne la névrose aussi. On se renie. Oui. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Parce que, alors là, pour le coup, c'est la dimension, si tu veux, la dimension, pathologique de cette carte-là, et qui est présente dans le livre. L'excuse, oui, c'est un reniement, c'est un déni aussi. On se renie, on dénie. On ne veut pas accepter, que les choses sont comme ça, alors on sort cette carte. Et comme ça, on pense qu'on est tranquille. On est tranquille avec aussi la production des névroses est souvent liée aussi à cette facilité, mais qui est pas condamnable. Enfin, je veux dire, encore une fois, on est tous comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de l'espèce humaine de se trouver des excuses, oui. Non, allez-y, continuez. Non, je veux dire, se trouver des excuses. Dans l'excuse, il y a aussi, je me trouve des excuses pour pas guérir, par exemple. Et puis, on se met en à côté de ce qui est notre désir réel. À côté, oui. C'est un jeu parallèle. Et ce que vous disiez sur le rêve et comment la société occidentale le perçoit, c'était très intéressant. Et il y a la notion aussi de ce qui n'est pas observable. Et la société occidentale, je pense à la science, a besoin d'être observée. Et dans le rêve, c'est observable que par le rêveur. Donc, ça n'a plus de valeur pour le monde extérieur. Et pourtant, c'est des rêves que, je vais peut-être aller un peu loin, mais c'est des rêves où des belles choses se sont créées parce que l'humain a rêvé à quelque chose de plus doux pour lui, de meilleur pour l'autre. Et c'est de là qu'il y a eu de grandes inventions, des belles sociétés, même si…
Il y a un truc très important dans ce que tu dis, Nadia, si je peux me tutoyer. C'est l'intérieur. Il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est l'intérieur. En fait, en Occident, la connaissance intérieure, on l'a totalement bannie. Enfin, l'intérieur, il faut que ce soit observable. Donc, public. On aime que ce qui est public, que ce qui est observable, ce qui est mesurable. Donc, en fait, il faut qu'il y ait 2 personnes, 3, 4, 5 qui soient là avec des éprouvettes, des choses pour mesurer. Non. Alors que ce qui se fait par le rêve, il n'y a qu'une personne qui peut le savoir, c'est celui qui rêve, il n'y en a qu'un. Donc, c'est intérieur, forcément. Mais comme ce n'est pas public, c'est louche. C'est ça. C'est louche, personne ne peut voir ce qui se passe. Donc, du coup, c'est dévalorisé parce que nous, on n'aime que ce qui est public. Voilà. Mais dans d'autres sociétés, et ce serait bien qu'on reprenne le chemin de ça, quoi. Qu'on trouve un moment pour reprendre le chemin de ça. Ce qui est privilégié, c'est donc on fait confiance à celui qui raconte. Quand on est en train de raconter un rêve, etc. Il y en a qu'un qui l'a rêvé. On fait confiance quand même. Ah oui, le chaman va dire qu'il a vu dans la montagne des choses absolument extraordinaires que l'autre n'a pas vues, mais on va considérer que c'est vrai, même si c'est le seul à l'avoir éprouvé dans son rêve. Donc la dimension intérieure. Ouais. Et puis il y a la dimension, dans ce que vous êtes en train de dire, d'une vérité commune pour tout le monde. Oui. Donc après, là, si je vais plus loin, c'est pour... Oui, oui. Voilà, si tout le monde est pareil, c'est plus simple de gérer tout le monde si tout le monde est pareil. Ben, c'est ça. Non, mais c'est ça. Le public, en fait, en réalité, les sociétés occidentales sont des sociétés publiques. Ce ne sont pas des sociétés secrètes. Moi, je dirais, au sens noble du terme, quand on parle de société secrète, on pense aux sectes, comme ça. Mais en fait, des sociétés traditionnelles, la part de ce qui n'est pas public est beaucoup plus forte qu'en Occident. La légitimité, c'est le public. La vérité, c'est le public. Alors qu'un rêve, finalement, il est légitime, quoi. Vous avez un rêve, vous rêvez. Oui, vous êtes le seul à l'avoir, et alors, c'est quand même légitime. Donc ça. Ouais. Et il est en quelque sorte réel dans l'histoire de la personne. Il est réel dans l'histoire de la personne, il est très réel. Et il n'y a pas plus réel qu'un rêve. Il n'y a pas plus profondément enraciné dans la réalité d'une personne que son rêve. C'est ce qu'il y a de plus profond. Ça fera une très, très belle conclusion. Merci. Donc, on te remercie. Riche, merci à toi. Moi aussi, je vous remercie, c'est super. Je vous conseille vraiment de lire le livre de Louis, parce que entre tous vos livres de psychanalyse, ça sera de la psychanalyse contée, rêvée, qui vous apportera peut-être la vérité en même temps. Donc, merci à tous et à toutes pour cette soirée. Et à jeudi. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce super bon moment de partage de l'essentiel, finalement, c'est-à-dire l'intérieur, quoi. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci.